Bonjour à tous, bienvenue pour cet ultime webinar de l'année consacré à l'actualité sociale avant les fêtes de Noël. Je suis avocat au barreau de Paris et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinar avec mon associé Florian Carrière. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous avons créé Voxus Avocat, qui est un cabinet spécialisé en droit social. On accompagne principalement les entreprises, les organisations professionnelles et les cadres dirigeants, aussi bien au conseil qu'en contentieux. Le cabinet est installé à Paris, mais on intervient partout en France. Alors, on organise régulièrement des webinaires comme celui-ci et vous pouvez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube nos autres webinaires voilà, qu'on réalise depuis plus de 2 ans maintenant, des webinaires d'actualité comme celui d'aujourd'hui, mais aussi thématiques sur la procédure de licenciement, sur la procédure d'inaptitude, l'aménagement du temps de travail, les élections professionnelles, voilà, plein de sujets intéressants. Juste avant de commencer, je vous alerte sur le fait qu'à compter de l'année prochaine, nous allons changer de plateforme. Donc nous ne serons plus sur Webikeo. Et donc, si vous souhaitez continuer à suivre nos webinars et à être informé des dates et des sujets, eh bien, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter, Vox News. Vous avez normalement un bouton dans la salle pour vous abonner. Alors, au-delà d'avoir les actualités du cabinet, c'est un condensé d'actualités sociales qui paraît tous les 15 jours avec des rubriques très définies, un chiffre de la semaine, un conseil de la semaine qui d'ailleurs est un conseil juridique pratique qu'on a eu, voilà, une problématique qu'on a eu à résoudre généralement récemment. On a une information de la semaine, un zapping de la jurisprudence avec les arrêts marquants des 15 derniers jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre nos actualités. Dernière information pour ceux qui apprécient nos webinars. Vous avez aussi un bouton pour participer au sondage Le Point du classement des cabinets d'avocats. Voilà, c'est la période pendant laquelle il est réalisé. Et si vous avez 2 minutes pour donner votre avis, eh bien, ça nous serait précieux. Voilà, c'était tout ce que je souhaitais dire en introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce matin, le programme va être découpé en deux parties, si j'ose dire. La première partie va être consacrée à le décryptage une sélection d'arrêts de la Cour de cassation, assez récent. Et puis, dans un deuxième temps, donc c'est Florian qui prendra la suite, le relais, pour vous présenter les mesures du volet, enfin les principales mesures qui ont été adoptées concernant le volet social dans la loi de financement de la sécurité sociale. Voilà. Donc, en introduction, je passe donc directement au premier arrêt qui nous intéresse. Alors, première jurisprudence donc, du 5 novembre 2025, nous sommes... Donc, c'est le cas d'un directeur commercial qui a été licencié pour faute grave, pour avoir tenu sur le lieu de travail et étant de travail des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisante en raison de l'orientation sexuelle de certains collègues. Donc, les propos avaient été changés notamment sur la messagerie interne à l'entreprise et était dans un contexte, en tout cas c'est ce que prétendait le salarié et l'intéressé, sur un contexte humoristique. Et plusieurs attestations d'ailleurs démontraient que ses collègues avaient été plus ou moins heurtés par ses propos. Certains disaient qu'il était très agréable de travailler avec voilà, l'auteur de ses propos, et puis d'autres s'étaient sentis plus heurtés, dégradés. Alors, pour que vous preniez la mesure des propos qui avaient été échangés,
sur les propos, on va dire, sexistes et à connotation sexuelle, il avait demandé à un de ses collègues homosexuels quelles étaient ses attirances par rapport à d'autres collègues ou à des prestataires, etc. Si il pensait que voilà, d'autres personnes étaient homosexuelles dans le contexte professionnel. Et puis, s'agissant des propos racistes, il avait tenu des clichés, des clichés concernant un prestataire avec des travailleurs malgaches. Donc voilà pour le contenu de ces propos, pour illustrer. La question était de savoir si ces propos tenus en milieu professionnel, alors même qu'on était sur le ton de l'humour et qu'il y avait de nombreux salariés qui attestaient qu'ils n'avaient pas été choqués par ces propos et qu'eux-mêmes en avaient rigolé, est-ce que ça justifie un licenciement pour faute grave? Et donc, ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que la Cour de cassation, finalement, elle se fiche un peu de savoir si c'était sur un ton humoristique et si la majorité des salariés n'avaient pas été choqués par ces propos. Ça, elle s'en moque complètement. Elle, ce qu'elle regarde, c'est les salariés qui se sont plaints, qui se sont sentis dégradés par les propos, les quelques salariés qui se sont sentis dégradés. Et là, elle vient justifier le licenciement pour faute grave sur la base d'un nouveau fondement d'un fondement qui n'est pas forcément activé dans ce contexte-là. Donc c'est ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est l'obligation de sécurité, mais pas de l'employeur, l'obligation de sécurité des salariés, du salarié à l'égard de ses collègues. Et ça, c'est l'article L 4122-1 du Code du travail qui prévoit l'obligation que le travailleur doit se soucier, doit prendre soin de sa santé, de sa sécurité, mais également de celle des autres qui sont concernés par ces actes ou ces omissions au travail. Donc sa santé, mais aussi celle d'autrui. Et là, la Cour de cassation considère que les propos qui avaient été tenus avaient un effet de nature à porter atteinte à la dignité et à la santé psychique d'autres salariés, des salariés qui s'étaient sentis heurtés par les propos, ce qui rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise, y compris, donc c'est ce que je vous dis, elle se moque totalement de savoir si le contexte était humoristique ou si la plupart des salariés n'avaient pas été choqués par ce type de propos. Voilà pour ce premier arrêt qui est intéressant par la motivation de la Cour de cassation de la faute grave commise par ce salarié, donc qui a été validé. Deuxième arrêt, on est sur la liberté d'expression, une jurisprudence qu'on a sélectionnée parce qu'elle est aussi intéressante. En matière d'abus de la liberté d'expression, on est à géométrie variable. Et il faut comprendre quel est le raisonnement de la Cour de cassation pour savoir quand vous devez appréhender des critiques, des dénigrements, des faits excessifs de certains salariés, des insultes, quelles sanctions vous devez ou vous pouvez choisir et quels éléments sur lesquels vous devez prêter attention. En l'occurrence, donc un employeur avait rompu de manière anticipée le CDD d'un salarié pour faute grave, après qu'il ait refusé, ça c'était le contexte, refusé un changement d'affectation et qu'il était tenu à cette même occasion, lorsqu'il a refusé son affectation, des propos insultants et menaçants envers le directeur général, dont une insulte de salopard et une référence à la loi du talion. Donc, cet arrêt a fait du bruit puisque clairement, il a insulté son supérieur hiérarchique de salopard. Et la question, c'était de savoir si ces propos justifiaient la rupture du contrat de travail pour faute grave. Eh bien, là, on voit que le contexte, à la fois le contexte et le préjudice pour la société sont largement pris en compte par la Cour de cassation pour savoir quelle était la sanction la plus appropriée, en tout cas dans l'échelle des sanctions. Et là, la Cour de cassation considère que les propos, bien qu'ils aient été excessifs, insultants ou menaçants, ils constituaient une faute,
certes, ils constituent une faute, mais ils avaient été adressés à un cercle restreint. Seul le directeur général avait été finalement victime de l'insulte, puisque c'était lui qui avait été destinataire individuellement de cette insulte, et ça avait été rapporté au président. Mais euh, donc, il n'y avait pas eu de diffusion, par exemple, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas eu d'insultes publiques en réunion devant un cercle plus étendu, avec un public, avec des collègues, et donc ce qui aurait pu aussi créer un contexte d'humiliation. Et donc ça, c'est la première chose, c'est le préjudice à l'entreprise finalement, préjudice d'image qui là a été très restreint. Et puis le deuxième paramètre que prend en compte la Cour de cassation, c'est est-ce que ces propos répondaient à une modification du contrat de travail que l'employeur tentait d'imposer de façon illégale à ce salarié. Et donc finalement, l'insulte qui avait été prononcée avait été un peu et les propos excessifs étaient intervenus dans un contexte où l'employeur agissait de façon illégale pour imposer une modification du contrat de travail que ce salarié était en droit de refuser. Donc il y avait un contexte un peu où le salarié était un peu à bout et les mots avaient dépassé un peu sa pensée, mais donc la solution c'est de dire que dans ce cas-là, il y a bien eu abus, ça constitue une faute, mais pas suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat de travail pour faute grave. Alors, dans le cas d'un CDD, c'est problématique puisque s'il n'y a pas de faute grave, eh bien, l'employeur, la conséquence, c'est il devra payer les salaires qu'il aurait dû jusqu'au terme du CDD. Puisque là, la faute simple ne suffit pas à rompre de manière anticipée le CDD. Donc ça, c'était tout ce que je voulais dire pour cet arrêt. Autre arrêt qui a aussi fait pas mal de bruit et que je trouve très contestable pour ma part, c'est un arrêt qui concerne le télétravail, un télétravail qui avait été préconisé par le médecin du travail donc dans le cadre d'un aménagement à la suite d'une visite, donc un aménagement de poste. L'employeur, il avait refusé de le mettre en œuvre parce que la salariée qui était concernée par cet aménagement avait refusé la visite de conformité de son domicile, pour la visite de conformité en vue de mettre en place le télétravail. Et donc, la question qui se posait à la Cour de cassation, c'était de savoir si l'employeur pouvait conditionner la mise en œuvre d'un télétravail préconisé par le médecin du travail à la visite de conformité du domicile de la salariée. Eh bien, la Cour de cassation répond par la négative. L'employeur ne peut pas s'opposer pour ce motif-là, il est obligé de mettre en œuvre le télétravail, à défaut, il commet un manquement à son obligation de sécurité. Et alors moi, ce que j'en pense, c'est que l'employeur participe à son obligation de sécurité lorsque il demande une visite de conformité du domicile du salarié. Et on se demande bien s'il y a une difficulté sur le télétravail, s'il y a un accident qui arrive au domicile de cette personne en télétravail alors qu'il n'a pas fait la visite de conformité, eh bien, son obligation de sécurité pourrait être mise en jeu également. Donc c'est là où je pense que cette décision, elle me paraît assez contestable. Quatrième, donc avant-dernière décision, concernant une salariée qui avait été déclarée donc inapte à son poste, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Alors la subtilité, c'était que c'était une inaptitude d'origine professionnelle. Et la Cour d'appel avait condamné l'employeur à un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement en retenant que l'ancienneté sur la base de laquelle avait été calculée l'indemnité de licenciement, excusez-moi, ne prenait pas en compte la durée du préavis théorique. Vous savez que quand on est
dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle par rapport à une inaptitude d'origine non professionnelle, eh bien, l'employeur doit verser une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, et aussi doit verser une indemnité compensatrice de préavis. Eh bien, la question qui se posait ici, c'était de savoir si cette indemnité compensatrice de préavis devait être considérée comme du temps de travail effectif et donc intégrée à l'ancienneté devant servir de base de calcul pour l'indemnité spéciale de licenciement. Et la solution de la Cour de cassation, c'est de dire que l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature de préavis. C'est une indemnité compensatrice, donc il n'y a pas lieu de prendre en compte cette durée théorique dans le calcul de l'ancienneté. Donc l'employeur avait tout à fait raison dans son cas de figure, et donc l'arrêt de la Cour d'appel est cassé. Dernier arrêt sur lequel on souhaitait attirer votre attention, qui concerne la valeur de la mention du lieu de travail dans le contrat. Donc là, on est dans le cas d'une entreprise de propreté, Atalian Propreté pour ne pas la citer, qui avait donc modifié à un moment donné le contrat de travail d'un salarié, qui avait modifié la durée du travail de cette salariée, et qui en avait profité pour mentionner un lieu de travail précis dans l'avenant à son contrat. Et par la suite, cette salariée, elle avait refusé toute nouvelle affectation en disant que eh bien, son lieu de travail, c'était celui qui était expressément mentionné dans son contrat, et qu'elle avait tout à fait le droit eh bien, de ne pas de refuser les nouvelles affectations. L'employeur avait cessé de lui verser son salaire pour cette raison-là, et la salariée avait saisi en référé le conseil de prud'homme pour demander des rappels de salaire et des bulletins de paie correspondants. La question qui se posait, c'était de savoir si la mention expresse du lieu de travail dans l'avenant avait valeur de lieu de travail contractualisé, ou bien si c'était une simple mention informative que l'employeur pouvait modifier sans l'accord du salarié, pour peu que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l'ancien. Eh bien, la réponse de la Cour de cassation, c'est de dire que dans le cas de cette salariée, il n'y avait pas de mention expresse et claire selon laquelle la salariée devait travailler exclusivement sur ce lieu de travail. Et donc, l'information à retenir, c'est que le lieu de travail est contractualisé dans le contrat uniquement lorsque l'on stipule que le salarié exercera expressément son travail à un lieu déterminé. Et donc là, il y avait juste dans l'avenant la mention de la localité dans lequel devait travailler cette salariée. Il n'y avait pas la mention selon laquelle elle travaillerait exclusivement dans ce lieu. Donc la Cour de cassation estime qu'en l'occurrence, l'employeur avait tout à fait raison, et donc pouvait tout à fait affecter cette salariée dans d'autres lieux de travail, et que les rappels de salaire qui avaient été ordonnés en référé n'étaient pas justifiés. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Florian pour passer sur le décryptage de la loi de financement de la sécurité sociale qui a été adoptée. Merci Steven. Alors, j'espère que je vais pas avoir de difficultés de connexion. J'ai une connexion qui est un petit peu lente. C'est pour ça que j'avais coupé ma caméra pendant que Steven parlait. Alors, on va maintenant, sur cette deuxième partie du webinaire, évoquer le projet de loi de finances, mais c'est plus un projet, la loi de financement de la sécurité sociale, qui a enfin été votée de façon définitive à l'Assemblée nationale. Alors, petit point pour ceux qui auraient déjà participé au webinaire qu'on a organisé il y a une quinzaine de jours sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous allez voir, en fait, entre il y a 15 jours et aujourd'hui, il y a eu très peu de modifications. Donc, vous allez peut-être
voir 2 fois la même chose. Si vous avez mieux à faire, vous pouvez vous déconnecter. Les modifications qui ont été effectuées au moment du vote définitif du texte sont assez minimes. Alors pour les autres, pour tous ceux qui n'ont pas participé à ce webinaire, qu'avons-nous principalement dans cette loi de financement de la sécurité sociale? Alors, la loi de financement de la sécurité sociale, ça concerne plein de pans différents. Ici, on va regarder spécifiquement ce qui est le plus important pour les entreprises et les salariés. Il y a tout d'abord, bien évidemment, le sujet de la suspension de la réforme des retraites. C'était le point de négociation qui avait été lâché par le gouvernement pour emporter le vote du Parti socialiste et de certains autres groupes politiques. Donc concrètement, on suspend la réforme des retraites de 2023 jusqu'en 2028. Donc là, on vous a fait un petit tableau pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça change concrètement. Eh bien, on voit que s'il n'y avait pas eu de suspension de la réforme, les assurés qui sont nés en 1964 auraient dû travailler jusqu'à 63 ans pour atteindre l'âge d'ouverture légale des droits à la retraite. Et bien ce seuil d'âge est de nouveau rabaissé à 62 ans et 9 mois. Donc pour ceux qui sont nés en 64, il y a 3 mois qui sont gagnés. Pour tous les assurés qui sont nés au premier trimestre de l'année 1965, c'est là où il y a on va dire, le gain le plus significatif, puisque la réforme des retraites de 2023 rehaussait l'âge de départ à la retraite à 63 ans et 3 mois, là où, avec la suspension de la réforme des retraites, l'âge légal de départ à la retraite reste à 62 ans et 9 mois. Et il y a également un changement pour ceux qui sont nés à partir du deuxième trimestre de l'année 65. On aurait dû partir à 63 ans et 3 mois, ça va être 63 ans. Et en revanche, pour tous ceux qui sont nés après, il n'y a pas de changement sur l'âge de départ à la retraite. Alors, évidemment, je ne vous ai pas mis le tableau, mais vous l'avez dans le replay du webinaire qui présentait le projet. Il y a également une baisse corrélative du nombre de trimestres requis pour pouvoir liquider sa pension de retraite à taux plein. Donc voilà, on est sur cette suspension jusqu'en 2028 et en fait, ça renvoie surtout au présidentiel a priori de 2027 la question du sort des régimes de retraite. Autre point important qui est le seul item qui a reçu une adhésion unanime tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat et qui constitue une vraie avancée sociale, c'est le fait que la loi de financement prévoit la création d'un congé de naissance qui va s'ajouter au congé maternité et paternité existant. Donc c'est un congé supplémentaire de 2 mois chacun pour chaque parent, avec une indemnisation qui est prévue dans la loi, 70% du salaire net pour le premier mois du congé et 60% du salaire net pour le second mois, avec bien entendu la possibilité dans les branches, donc dans les conventions collectives, mais aussi dans des accords collectifs d'entreprise, de négocier des compléments de salaire de l'employeur pour porter, pourquoi pas, le maintien de salaire jusqu'à 100%. C'est un congé qui sera applicable dès le 1er janvier 2026, pour toutes les naissances à compter du 1er janvier. Et ce congé pourra être fractionné en 2 parties d'1 mois chacune, sachant qu'il avait été prévu, ça fait partie des petites modifications par rapport à la présentation qu'on avait fait il y a 15 jours, il avait été prévu qu'en cas de fractionnement du congé, eh bien, il devait y avoir au moins 1 mois qui ne soit pas pris de façon simultanée entre les 2 parents. Ça a été écarté dans la dernière mouture du texte. Autre élément d'importance, vous avez peut-être suivi, on avait fait aussi un webinaire là-dessus, les réformes en matière d'obligation de négocier sur l'emploi des seniors dans les entreprises. C'est une nouvelle obligation qui a été créée en 2025, qui concerne concrètement les entreprises d'au moins 300 salariés.
entreprises ou groupes d'au moins 300 salariés qui sont dotés de sections syndicales et qui auront l'obligation désormais, tous les 3 ans, de négocier sur l'emploi des salariés expérimentés, avec un certain nombre d'items de négociation sur le recrutement, sur comment on maintient dans l'emploi les seniors, sur comment on accompagne l'aménagement de fin de carrière, comment on favorise la transmission des savoirs et des compétences, etc. Eh bien, cette nouvelle obligation qui préexistait à la loi de financement de la sécurité sociale n'était assortie d'aucune sanction. Donc, si l'entreprise ne respectait pas son obligation de négocier, il n'y avait pas de sanction spécifique. On pouvait bien entendu imaginer des contentieux prud'homaux individuels avec des collaborateurs, mais ça s'arrêtait là. La loi de financement de la sécurité sociale prévoit une sanction qui va être en fait un malus sur les cotisations patronales d'assurance vieillesse en cas de manquement de l'entreprise à son obligation de négocier. On ne connaît pas exactement le montant de ce malus puisque la loi renvoie à un décret, comme c'est souvent le cas, le soin de fixer le montant de la pénalité. La loi nous dit simplement que ce montant devra tenir compte des efforts qui ont malgré tout été réalisés par l'entreprise en faveur du maintien dans l'emploi des seniors, parce qu'on peut ne pas avoir respecté son obligation de négocier et pour autant avoir fait des choses, donc il faudra le prendre en compte, et également des motifs du manquement de l'employeur à son obligation. Qu'est-ce qui explique qu'il ne soit pas à jour de ses obligations en matière de maintien dans l'emploi des seniors. Autre point important, vous en avez certainement entendu parler, on en a beaucoup discuté dans les médias, c'est le plafonnement de la durée des arrêts maladie. Alors, initialement, le gouvernement voulait plafonner à 15 jours et à 1 mois en fonction du renouvellement ou non la durée des arrêts maladie. On est sur des durées qui sont plus importantes puisque, en fait, la loi prévoit que par décret, on va pouvoir limiter la durée initiale des arrêts maladie et la durée en cas de renouvellement, renvoie un décret le soin de fixer cette durée et nous dit que ça sera au minimum pour un arrêt de travail initial un plafond de 30 jours. Donc, on ne pourra pas aller en deçà de 30 jours dans le plafond que le décret mettra en place pour une première prescription, donc 30 jours maximum, et pour un renouvellement jusqu'à 2 mois. Sachant que la loi précise que le médecin conservera la possibilité d'y déroger, c'est-à-dire que normalement, le médecin vous met en arrêt maladie, eh bien l'arrêt maladie sera au maximum de 30 jours ou de 2 mois si on renouvelle, mais si le médecin considère que votre état de santé justifie une durée d'arrêt maladie plus longue, il aura la possibilité d'y déroger sous réserve de le motiver sur la feuille de prescription. Donc après, toute la question, c'est quel va être le degré de contrôle de l'assurance maladie en cas de dérogation mis en place par le médecin prescripteur. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit un changement si important que ça, parce que déjà aujourd'hui, dans la pratique, c'est ce qu'on voyait. Souvent, les arrêts maladie sont notifiés au maximum pour 1 mois ou 2 mois, et puis ensuite, il y a des renouvellements successifs. Mais bon, maintenant, ça sera figé dans la loi. Enfin, d'autres changements un peu plus pêle-mêle que vous avez dans la loi de finances. On a essayé d'extraire le plus important, puisqu'on est sur un webinaire d'un format court, mais encore une fois, vous avez le replay accessible sur notre chaîne YouTube du précédent décryptage qu'on avait fait. On était rentré un peu plus dans le détail. Vous avez bien entendu l'augmentation du forfait social de 30 à 40% sur les indemnités de mise à la retraite et sur les indemnités de rupture conventionnelle, tout particulièrement. Vous savez, le forfait social, c'est ce que l'entreprise paye lorsque un salarié part à la retraite ou est mis à la retraite ou signe une rupture conventionnelle. L'objectif, c'est tout particulièrement les ruptures conventionnelles que l'on vise, c'est de dissuader de plus en plus les entreprises de recourir à la rupture conventionnelle en faisant en sorte que ça soit de plus en plus cher parce que c'est un mode de rupture qui, derrière, donne droit aux allocations chômage et coûte cher, selon les statistiques,
à France Travail. Donc, à compter du 1er janvier 2026, toutes les ruptures conventionnelles seront assorties d'un forfait social majoré à 40%. Il y a également dans le projet de loi de finances, enfin dans la loi de finances, des sanctions renforcées dans la lutte contre le travail dissimulé. Alors, vous avez le détail sous les yeux, je ne vais pas les évoquer oralement. Ce qu'il faut retenir, c'est que, ça c'est un serpent de mer depuis déjà plusieurs années, c'est un cheval de bataille très clair de l'inspection du travail, la lutte contre le travail dissimulé. Et donc là, on renforce encore plus les majorations des cotisations sociales pour les employeurs qui seraient rendus coupables de travail dissimulé. Point important également, il y a quand même pas mal de branches qui sont concernées. On constate que plusieurs conventions collectives ont des minima salariaux, les minimums hiérarchiques conventionnels, qui sont inférieurs au SMIC. Ça, c'est d'autant plus vrai depuis le Covid, parce qu'en fait, à partir de 2020-2021, il y a eu des augmentations régulières du SMIC pour essayer d'augmenter le SMIC en même temps que l'inflation. Il y a eu, je ne sais plus si c'était en 2022 ou 2023, il y a eu 3 ou 4 augmentations dans l'année du SMIC. Et les branches n'ont pas forcément suivi dans la négociation des minima conventionnels. Et donc, pour contraindre les branches à négocier et rehausser les minima conventionnels ou aux entreprises qui dépendent d'une convention collective qui a des minima conventionnels inférieurs au SMIC, et donc les contraindre à ne pas se baser sur ces minima conventionnels, la loi prévoit que la réduction générale sur les cotisations sociales qui sont applicables ne sera plus calculée sur la base des minima conventionnels, sera effectuée sur la base de ces minima et non plus sur la base du SMIC. Ce qui veut concrètement dire que les réductions seront moins importantes si vous êtes sur des minima conventionnels qui sont inférieurs au SMIC. Et autre changement important, la loi de finances étend les déductions de cotisations patronales sur les heures supplémentaires aux entreprises de 250 salariés et plus. Il y a un dispositif qui existait déjà, mais qui était applicable uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés, qui permettait d'avoir des déductions de cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Et bien là, on l'étend à toutes les entreprises sans condition d'effectif. Voilà ce que l'on voulait vous dire en synthèse sur cette loi de finances. Alors, la loi de finances, donc, elle a été votée de façon définitive à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Donc, on attend la décision du Conseil constitutionnel avant que la loi soit promulguée au journal officiel. Il n'est pas donc impossible qu'elle bouge encore un peu si jamais il y a des articles qui sont censurés par le Conseil constitutionnel. Peut-être que en janvier ou février, à l'occasion d'un prochain webinar sur l'actualité sociale, on pourra à ce moment-là faire un petit update sur le sort de cette loi. Alors, même si le timing est un petit peu dépassé, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, Steven, tu as déjà répondu à Fabienne. Alors, Céline, pour votre question sur le forfait social, on n'a pas encore le détail. On n'a pas encore le détail, effectivement, ça fait partie des points d'interrogation. Est-ce que le forfait social s'applique sur les RC qui sont signés avant le 31 décembre avec des indemnités de rupture qui seraient versées sur 2026, ou est-ce que ça s'appliquera à toutes les ruptures conventionnelles signées en 2026 ? On attend, on espère, avoir des précisions du ministère du Travail. Donc, je vois qu'il y avait plusieurs questions sur ce sujet-là. Écoutez, puisque je vois qu'il y a beaucoup de sujets sur
la date d'entrée en vigueur du forfait social pour les ruptures conventionnelles. Je vous invite à vous inscrire à notre newsletter et dès qu'on aura une information stabilisée là-dessus, on fera un point spécifique dans la newsletter, dans le conseil de la semaine sur les ruptures conventionnelles. Écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et avec plaisir, je l'espère, pour vous revoir sur nos prochains webinaires en 2026. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Très bonne fête.